19h30 sur l'MBC Télé. Bonsoir à vous et merci de nous rejoindre pour les informations. Voyons le sommaire pour démarrer. La violence numérique prend de l'ampleur auprès des jeunes. Un récent cas de suicide relance le débat. Comment mieux protéger les jeunes sur les réseaux sociaux? Un plan directeur écologique pour l'île aux Bénitiers présenté par le Deputy Prime Minister, la mise en place d'une entité nouvelle pour une meilleure gestion des îlots de la République également annoncée. L'ancien commissaire de la FCC, Junaid Haroun Fakim, arrêté cet après-midi. 2 chefs d'accusation pèsent sur lui. La FCC s'oppose à sa remise en liberté conditionnelle. Du répit pour les automobilistes, la route reliant la Marie à Bossonges, ouverte depuis ce matin, longue de plus de 9 km, elle facilite désormais les déplacements entre le centre et l'ouest. Entre accompagnement social et formation à l'autonomie, la Case L'Espoir célèbre ses 15 années d'existence. Elle continue sa mission de soutenir les familles vulnérables. Et puis en Jamaïque, l'ouragan Melissa laisse des séquelles conséquentes. L'on déplore plus d'une vingtaine de morts. Les opérations de secours lancées. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans cette édition. Jadis des outils de communication, les réseaux sociaux sont aujourd'hui des plateformes où croît la violence numérique, surtout parmi les mineurs. Les autorités tirent la sonnette d'alarme quant à l'augmentation des cas de cyberviolence. Il est plus que jamais primordial de sensibiliser aux dangers et dérives de Telegram, Instagram, Facebook ou encore WhatsApp. Le récent décès tragique d'une adolescente a bouleversé tout le pays et remet en question la sécurité des jeunes sur les réseaux sociaux. Place au reportage d'Anjouram Goulam. Camp de masques pavés. Chez les Baotou, la joie de vivre s'en est allée. Kouchi Hansini, Sini, comme l'appelaient ceux qui l'aimaient, est parti sur la pointe des pieds. Le jour même de l'anniversaire de sa maman, cette adolescente de 17 ans, en pleine période d'examen du SI, s'est donné la mort. Moi, je suis dans la cuisine, je me précote moi, et je peux te béguer moi. Je me trouve un peu drôle. Je me demande, tu n'as quelque chose pour dire moi? Dis-moi. Je me dis, non, non, non. Là, comme je peux sortir, je viens, je prends ce toutou sur les bras, je embrasse moi. Je dis, moi, comme un bon anniversaire. Comme on a travail, il arrive vers 10 comme ça. Je gagne au téléphone. La raison, selon ses parents. Des photos intimes d'elle auraient été partagées par son ancien petit ami sur WhatsApp, Telegram et Instagram. Des photos vues, commentées, scrutées par ses camarades de classe et par des inconnus. L'indiamant qui, garçon-là, est dans ce bande photo nu. Ce moment, il confirme avec moi qu'il peut delete tout ce bande photo-là. Je ne sais pas connaître. Je ne pas de l'avant avec ça. Je suis delete, mais n'oubliez tout. Un geste désespéré, au croisement de la trahison, de la honte et du silence. Derrière ce drame, une famille brisée, une mère qui a perdu son enfant unique. Poney, le toutou duquel Kouchi ne se séparait jamais, qui dort sur le sofa à côté de sa photo. Son perroquet Bingo qui ne chante plus depuis que sa maîtresse a pris son envol pour un autre monde. Dans cette maison où le temps semble s'être arrêté, il reste le vide. Le souvenir d'une adolescente pleine de vie, happée par le piège des réseaux sociaux. Kouchi avait déjà tenté de se donner la mort une première fois. Je suis amenée à l'hôpital, donc, mais je ne sais pas si personne connaît. Ok, je bien, je retourne à case. Ces derniers temps, elle semblait aller mieux. Elle avait retrouvé le sourire. Et puis, le drame est survenu. Du côté de la brigade pour la protection de la famille, les dossiers s'empilent. C'est tout jeune. Si je trouve quelqu'un peut demander une photo, surtout nu, ou bien n'importe quel type de vidéo, il est capable d'avoir une hidden agenda. Il peut prendre ça, qu'il peut faire avec ça. Nous pensons ça avant. Le suicide n'est pas une solution, mais la honte, elle, ne devrait pas être une condamnation. Moi, un message pour ban passer ban zen. C'est portable, il y a une défaillance pour les enfants. Pas besoin d'aucun site, d'aucun Telegram, d'Instagram. C'est pas pour avoir WhatsApp, pour avoir une bonne photo.
Si le témoignage de cette mère meurtrie peut sauver ne serait-ce qu'une seule vie, qu'elle peut alerter davantage sur les dangers des réseaux sociaux, alors Kouchi n'aura pas quitté ce monde pour rien. Un avocat, il peut travailler bien, il peut faire son HSI, et il peut ramasser ce cas pour faire son avocat. Je vous le disais au sommaire, c'est une nouvelle page qui s'écrit pour l'îlot bénitier. Le gouvernement lance un master plan écologique pour faire de ce joyau naturel un modèle de tourisme durable et responsable. En présentant ce plan directeur ce jeudi, le Deputy Prime Minister Paul Béranger a souligné la philosophie gouvernementale consistant à concilier développement et environnement. Autre annonce, la création prochaine d'une nouvelle entité chargée de la gestion intégrée et efficace de l'ensemble des îlots de la République. Le compte-rendu d'Abdel Boulaki. Située à 1,5 km au large de la Golette dans l'ouest, l'îlot bénitier s'apprête à connaître une transformation écologique d'envergure. Son plan directeur repose sur 3 piliers: la protection de l'environnement, le développement durable et le bien-être de la communauté locale. Le gouvernement prévoit d'y aménager des zones récréatives, de baignade et de services, ainsi qu'un amphithéâtre, le tout conçu selon des normes vertes afin de préserver l'écosystème fragile du site. Le nombre de visiteurs sera limité à 600 par jour et 70 opérateurs seront autorisés à y exercer leurs activités. Le député Prime Minister Paul Béranger a annoncé la tenue prochaine de consultations publiques afin de garantir la réussite du projet. L'îlot bénitier, Libon nous rappelle dans quel état il était. Il est dans un état absolument déplorable. Et le gouvernement nous décide pour mettre bon ordre et pour faire revivre l'îlot bénitier. Nous travaillons comme une équipe. Assez formidable ce que nous réussissons à faire. Quant à un opérateur, nous pouvons nous autres, dans quelques jours, là, aussitôt qu'ils nous lancent le master plan, nous pouvons nous donner notre copie, nous pourrons recueillir avec respect cette bonne suggestion, cette bonne commentaire. The objective was to have a baseline. Le master plan élaboré par le ministère du Logement et des Terres s'appuie sur une étude approfondie du site révélant une grande richesse écologique. 11 espèces d'oiseaux, dont une migratrice venant du pôle Nord. 129 espèces de plantes, des mammifères ainsi que 2 zones marécageuses. Le ministre Shakil Mohamed estime que ce plan permettra de protéger durablement la biodiversité et de préserver l'écosystème grâce à la création de réserves spéciale sur l'île. L'îlot bénitier, c'est un exemple formidable à l'objectif. Ça veut dire utiliser à bon escient, with an environment-friendly manner, a sustainable manner, la terre qui appartient non à nous, mais aux générations futures. Moi, pressé pour continuer le travail. Les autres îles, c'est un joyau, c'est un bijou. Selon le gouvernement, cette initiative constitue une étape majeure vers une meilleure gestion des îlots de la République de Maurice. Maintenant, c'est le ministère de l'Environnement qui a la responsabilité de préparer un autre cabinet de paper qui pour mettre sur pied une nouvelle entité pour gérer l'île en général, à commencer par l'îlot bénitier. Répondant aux questions des journalistes, les membres du cabinet ont réaffirmé leur détermination à concilier développement et préservation environnementale. Il n'y a pas aucun projet hôtelier envisagé, ni de l'îlot bénitier, ni de aucun des autres îles. Au départ, nous ne pouvons pas facilement accepter un projet hôtelier dans une petite île comme Bénitier. Par rapport à l'aspect financier, où gère le projet éventuellement, est-ce qu'à ce stade, le gouvernement détermine le coût pour implémenter le master plan? Ça, l'organisme qui nous peut le créer là, pour une belle responsabilité, c'est lui qui pouvait faire cette proposition et de financement aussi. Les membres du gouvernement ont aussi rappelé l'état préoccupant de l'îlot bénitier en mars dernier, marqué par plus d'une centaine de structures illégales et des conditions sanitaires dégradées, une situation qu'ils jugent urgent de corriger. Aujourd'hui, ils se félicitent de la synergie entre les différentes autorités pour la mise en œuvre du master plan.
Dans l'autre partie de l'actualité, Junaid Fakim, ancien commissaire de la FCC, a été arrêté par cette même commission aujourd'hui. Il lui est reproché d'avoir divulgué des informations confidentielles à Mami Ravatomang alors que l'enquête est en cours. Après sa comparution en cours, il a été conduit à l'hôpital Victoria pour des examens. On fait le point avec Yacine Denmamod. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Junaid Fakim a été arrêté par la Financial Crimes Commission cet après-midi. Deux chefs d'accusation, Public Official Using His Office for Gratification et manquement à l'obligation de confidentialité, ont été retenus contre lui dans l'affaire Mami Ravatomang. La FCC s'est opposée à sa remise en liberté sous caution. Junaid Fakim a par la suite été conduit à l'hôpital Victoria où il sera examiné par un médecin de l'État en présence de son médecin privé à cause de ses problèmes de santé. Son avocat, Maître Urmila Boulel, s'interroge sur le mode de nomination de la FCC. Les lignes ne sont pas claires. À quel moment le commissaire FCC, à quel moment l'avocat n'est pas clair? Parce que si disons M. Ravatomang dit moi un divorce, est-ce qu'il prend ça pour moi? C'est pas un problème? Pour rappel, Junaid Fakim avait été nommé commissaire de la FCC le 5 août 2025 et a démissionné le 25 octobre dernier. Son nom a été cité dans une enquête relative à une rencontre avec le milliardaire malgache en présence de plusieurs autres personnes. Selon la FCC, l'enquête a révélé que lorsqu'il était commissaire, Junaid Fakim aurait transmis des informations confidentielles à Mami Ravatomang alors qu'une enquête pour blanchiment d'argent était en cours. Il s'agit de la troisième arrestation dans le volet trafic d'influence du dossier Mami Ravatomang. Le headquarters de la police va entamer des procédures pour solliciter la collaboration d'Interpol après l'arrestation hier de Brandon Sina, dit El Capo. Ce ressortissant français est recherché dans plusieurs cas de séquestration à Maurice et en France. Il a été traduit en cours ce jeudi. Lors de son arrestation, l'homme d'origine guyanaise a émis de la résistance face aux agents de police. Valérie Cali. C'est à la sauce centre de Flac que plusieurs unités de la police ont interpellé les trois assaillants. Ils se trouvaient à bord d'une Mercedes garée sur un parking. Brandon Rodrigue Sina était invité à décliner son identité. Il aurait émis de la résistance, alors que les deux autres hommes auraient tenté de se sauver, mais sans succès. Les suspects, Brandon Rodrigue Sina, dit El Capo, Jean-Pierre Stéphano Essou et Jean-Fabrice Gâteau ont été arrêtés après une fouille de leur véhicule. Les policiers y ont découvert une arme à feu, des armes blanches ainsi que des cagoules. Une certaine quantité d'héroïne évaluée à 135 000 roupies a aussi été saisie. Selon la police, El Capo est recherché pour des cas de séquestration à Maurice et en France. Une collaboration sera sollicitée avec Interpol. Traduit en cours ce jeudi, Brandon Sina répond de deux accusations provisoires, trafic de drogue et complot. Et une opération conjointe de l'ATSU et de l'unité antidrogue de la MRA a mené à la saisie de 90 millions de roupies d'héroïne. Les 6 kilos de drogue étaient dissimulés dans les bagages d'une ressortissante tanzanienne de 45 ans. La femme est arrivée à Maurice sur un vol d'Air Mauritius en provenance de Madagascar. Elle a été arrêtée. Dans un tout autre registre, la nouvelle présidente à la tête de l'Equal Opportunities Commission, Caroline Devaux de Marigny, a prêté serment cet après-midi à la State House. Elle entend d'abord dresser un état des lieux au sein de la commission. La sensibilisation du public demeure l'une de ses priorités. David Krachkumar. Avocate au barreau depuis 2012, Caroline Devaux de Marigny devient la nouvelle présidente de l'Equal Opportunities Commission. I, Mrs. Caroline Devaux de Marigny, having been appointed as chairperson of the Equal Opportunities Commission under the Equal Opportunities Act. Pour elle, un état des lieux des travaux accomplis par la commission s'impose. Une commission dont le rôle est de promouvoir les principes d'égalité des chances et de lutte contre la discrimination à Maurice. Je suis quelqu'un qui croit fermement dans l'importance et la pertinence de la Equal Opportunities Commission. Et en fait, c'est un moment de grande responsabilité aussi. J'attends de me mettre à la tâche pour pouvoir faire un état des lieux et constater avec l'équipe en place quels sont les chantiers qui sont en place et quelles sont les choses qui restent à faire. Caroline Devaux de Marigny misera surtout sur la sensibilisation du public.
À mon sens, je pense que la sensibilisation est quand même un pilier très important qu'il faut renforcer, déjà faire connaître de mieux en mieux l'Equal Opportunities Commission pour que les Mauriciens sachent ce que nous faisons et qu'ils peuvent faire appel en fait à l'Equal Opportunities Commission. Engagée dans la défense des droits des minorités, elle a collaboré par le passé avec plusieurs ONG œuvrant pour les personnes victimes de discrimination. Inaugurée officiellement hier après-midi, la route reliant la Marie à Bossonges est ouverte à la circulation depuis ce matin. Elle attire déjà de nombreux automobilistes. Pour ceux qui rallient l'ouest du pays, cette nouvelle route représente un réel soulagement, comme vous le verrez dans ce reportage d'Anisha Madaya. Le tronçon entre la Marie et Bossonges fait 9,5 km. Ce jeudi après-midi, certains automobilistes avaient hâte de découvrir cette nouvelle route. Tout le temps, le rond-point Bossonges, là, tout le temps bloqué. Nous attendons moins une heure de temps, demi-heure de temps pour pouvoir aller à Tamarin. Et moi, je peux prier quand il est ouvert, je mets là pour ne pas abîmer sa quantité-là. Ce chemin-là est bien bon, je trouve, il est bien pratique, il facilite beaucoup le transport pour ne pas tomber dans le trafic jam. Pour arriver là, pour 5-15-20 minutes. De nombreux opérateurs touristiques y voient un gain de temps considérable pour allier l'ouest du pays. La première fois que je suis passé, je suis à Rivière-Noire et au Monde. Et je me dire que la route est ouverte. Je me dis, moi, c'est la route là. Parce que quand on prend un client à l'aéroport, moi, l'hôtel, on peut dire qu'on est là. Depuis l'aéroport, nous travaillons avec touristes. Il est plus facile pour nous pour rendre en flac. Avec quand nous passons en Phoenix, nous faisons tout là, nous avons embouteillage. Cette deuxième phase du projet reliant l'Est à l'Ouest comprend une chaussée de 7 mètres de large. Sa réalisation n'a pas été de tout repos et a pris un an de retard. Il passe d'un terrain bien difficile. Annuellement, nous avons environ 3000 mm la pluie qui est tombée. Alors nous devons faire provision pour que tout ça écoulement-là y aille dans une façon bien naturelle. L'éclairage de cette route fonctionne grâce à l'énergie solaire. Une piste cyclable a également été aménagée. Tout est mis en œuvre pour que la phase 3 soit complétée rapidement. 10 000 usagers, véhicules qui nous expectent pour passer. À part qui servent l'ancien chemin, donc du monde pour l'option servir ce chemin-là, et mon peine de doute moi qu'il soulage beaucoup de trafic. Ban qui perd le flic en flac, avant l'année, nous pouvons faire de sorte qui s'aboute sur l'axe Bossonges à Cascavel qui nous capable de terminer. Le tronçon entre la Marie et Bossonges a coûté 1,5 milliard de roupies. Les travaux ont été réalisés par la Beijing Construction Engineering Group. Ailleurs dans le monde, 6 ans après leur dernière entrevue, le président américain et son homologue chinois ont tenté ce jeudi en Corée du Sud de finaliser une trêve commerciale. Donald Trump a qualifié la rencontre de grand succès, affirmant que le dossier des terres rares était réglé. Les commentaires d'Ajmal Moitob. Les regards du monde entier étaient tournés vers cette rencontre. Donald Trump et Xi Jinping se sont retrouvés pour la première fois depuis 6 ans. À l'issue de cet entretien de plus d'1 heure et demie, le président américain a annoncé un accord présenté comme une grande réussite. L'accord porte sur 3 points clés: l'approvisionnement en terres rares, la baisse des droits de douane et l'achat de soja américain par la Chine. Un geste qui devrait rassurer les agriculteurs américains touchés par la guerre commerciale. Mais au-delà des annonces, les tensions restent vives. Aucune avancée sur Taïwan, un bref échange sur l'Ukraine et surtout un climat de rivalité toujours palpable entre les deux puissances. Quelques heures avant cette rencontre, Donald Trump avait ordonné la reprise des essais nucléaires américains, une décision qui ravive les inquiétudes internationales, un sommet aux airs d'apaisement, mais qui ne règle pas les différends de fond entre Washington et Pékin, une trêve fragile dans une guerre économique et stratégique qui continue de redessiner l'équilibre mondial. L'ampleur des dégâts causés par l'ouragan Melissa est de plus en plus visible après que cette tempête record a balayé la Jamaïque, Haïti et Cuba, faisant au moins 32 morts. Bien qu'il ait perdu en intensité, Melissa a pris de la vitesse en traversant les Bahamas et devrait toucher terre aux Bermudes. Le récit de Megan Ponapanaiken.
Une destruction totale, l'ouragan Melissa a frappé la Jamaïque mardi, apportant avec lui des vents catastrophiques et de fortes inondations. Tempête de catégorie 5 au moment de l'impact, Melissa est la pire tempête de l'histoire de la Jamaïque. I think it's going to be rough, and I think we're going to have people get injured worse than what we thought about. Because a lot of people lost roof and so forth, but we still have to pick up the pieces and move on. Bien que le bilan des victimes n'ait pas encore été annoncé, d'innombrables personnes se retrouvent sans abri et sans accès à l'eau potable et à l'électricité. In terms of electricity, 77% of the country is without electricity. There is work that's going to be done to bring that up as quickly as we can, but that is a large number. Tôt mercredi matin, la tempête a atteint Cuba, où plus de 700 000 personnes ont fui leur maison. L'ouragan a été rétrogradé au rang d'ouragan de catégorie 3. Pendant ce temps, en Haïti, au moins 20 personnes ont été tuées lorsque des inondations et des coulées de boue ont ravagé des communautés vulnérables. Des pays du monde entier, y compris les États-Unis, se sont déjà engagés à envoyer de l'aide aux personnes gravement touchées. Et puis, la procureure de Paris a annoncé ce jeudi 5 nouvelles arrestations liées aux casses du Louvre, dont un principal suspect. Mais les bijoux volés, estimés à 88 millions d'euros, restent, eux, introuvables. Ces 5 nouvelles interpellations ne sont pas liées aux déclarations des 2 suspects arrêtés samedi, mais aux éléments du dossier. On revient aux actualités locales. Dans le volet syndical, la Federation of Civil Service and Other Unions réclame un réalignement salarial et une révision générale des salaires dans la fonction publique. La fédération a tenu aujourd'hui une conférence de presse dans le cadre de la publication du prochain rapport du Pay Research Bureau. Nous écoutons Narendranath Gopi. La façon que PRB propose augmentation salariale, le PRB pour bien transparent là ça. Il pour bien venir expliquer nous même dans son rapport, il pour bien mettre qui quantité, qui quantum qu'il peut donner comme réalignement salarial et qui quantum qu'il peut donner comme révision salariale. Il pour bien prendre en considération le réalignement salarial suite à déclaration de nouveaux salaires minimum et en même temps il pour bien est accompagné d'une révision salaire générale. Tout à fait autre chose à présent. La COP30 se tient du 10 au 21 novembre prochain au Brésil et Maurice compte faire entendre la voix des petits États insulaires en développement. L'objectif, défendre les priorités nationales et les intérêts des pays vulnérables. Les jeunes de 2 ONG se sont réunis aujourd'hui pour présenter leur National Youth Statement for COP30. Koyal Sittel. Ce document est le fruit d'une réflexion collective qui place les jeunes au cœur même de la diplomatie climatique. Pendant des mois, des jeunes des ONG NAFCO et Poly-Inventis ont défini leurs priorités en tant que citoyens d'une île. Ce jeudi, ils ont présenté leur dossier qu'ils entendent faire avancer à Belém. Nous, dans circonstances, ce n'est pas pareil comme dans le pays d'Eo. Nous sommes small island developing states et parfois, nous avons un problème qui est dans le pays du Global North, tout ça, c'est pénal. Juste pour mentionner, c'est the rise in sea levels, qui est un problème qui n'est pas tout le monde bien, mais Maurice Nunali, il est vraiment dangereux. Alors nous besoin make sure qu'il ne la va être entendu. Dans le à Madagascar, là-bas nous faisons un échange avec un pays tel comme Maldives, Seychelles, Comores, Madagascar et Maurice elle-même. Nous avons une cause avec des challenges qui nous gagnent, des potential solutions et qui ont une recommandation à mener pour chaque île voisine qui nous est dans l'océan Indien. Cette National Youth Statement of Mauritius sera étudiée et tenue en compte dans le message que défendra Maurice à la COP30, mais déjà les autorités annoncent la préparation d'un projet de loi, l'Environmental Sensitive Area Bill. Vous avez une demande, mais déjà font partie du programme gouvernemental et nous pouvons veiller à ce que nous ISC Act pour venir une réalité, Environmental Sensitive Area Act, et nous pour lancer les consultations publiques d'ici mars 2026 et ensuite, je pense que nous sommes capables de présenter une première ébauche au Parlement. Le problème de changement climatique affecte surtout les jeunes parce que c'est eux qui demain
pour malheureusement préjudicier si nous quittons le monde, un pays qui est dans plusieurs challenges par rapport au changement climatique. Alors il est important que pour le gouvernement vienne à l'écoute de ces jeunes-là. Près de 200 pays, dont Maurice, débattront du financement climatique, de la réduction des émissions de CO2 et de l'adaptation aux effets du réchauffement à partir du 10 novembre au Brésil. C'est un constat inquiétant. À Maurice, 279 kilos de nourriture sont jetés chaque minute et pourtant, plus de 100 000 personnes vivent dans l'insécurité alimentaire. L'ONG Foodwise tire la sonnette d'alarme avec une étude inédite menée dans le sud du pays. Kavinta Pessar et son invité ont fait le point hier au cours de l'émission Grand Titre. Christelle Lepras. L'insécurité alimentaire à Maurice a été au cœur d'une étude inédite menée par l'ONG Foodwise en collaboration avec l'agence Analysis Kantar. La General Manager de Foodwise, Lothilde Charpy, a discuté des résultats de cette étude hier sur le plateau de Grand Titre animé par Kavinta Pessar. L'essence même de Foodwise, c'est de faire de la redistribution alimentaire pour les personnes les plus vulnérables. Donc qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec un portefeuille de partenaires Food Donors qui représente plus de 300 Food Donors du secteur agroalimentaire qui tous les jours nous redonnent leur surplus alimentaire. On récupère ces surplus et on va les redistribuer. Une enquête de terrain dans les districts de Savane et Rivière-Noire a permis de dresser un portrait préoccupant. Pour cette étude en particulier, on a choisi de définir l'insécurité alimentaire vis-à-vis de l'étude de statistiques Mauritius de 2024. Toutes les personnes qui ont répondu « j'ai beaucoup de mal » ou « non, je ne peux pas survenir à mes besoins quotidiens » ont été qualifiées en insécurité alimentaire. Lothilde Charpy qui a annoncé qu'un plan d'action est en cours de finalisation pour étendre les enquêtes à d'autres régions. Depuis sa création, Foodwise a redistribué environ 2,7 millions de repas et Foodwise collabore avec plus de 250 ONG à travers l'île. Cela fait 15 ans cette année-ci depuis que la case L'Espoir vient en aide aux familles vulnérables. Cette structure communautaire implantée à Solitude est devenue au fil du temps un véritable pilier de solidarité dans le nord du pays. Entre soutien matériel et formation à l'autonomie, elle redonne espoir et dignité à ceux qui traversent des moments difficiles. Annabelle Volbert. Ils sont aujourd'hui plus de 150 foyers à bénéficier de l'accompagnement de la case L'Espoir. Répartis dans 5 villages du Nord, ces familles trouvent ici un précieux soutien dans plusieurs domaines. Une petite boutique solidaire leur permet de faire leurs courses à prix réduit, tandis qu'un mini-magasin propose vêtements et articles divers offerts par des volontaires. Les produits sont revendus à un prix presque symbolique, permettant à chacun de contribuer à sa manière à la chaîne de solidarité. Tout cela repose sur l'engagement d'une équipe de bénévoles, dont certains ont eux-mêmes un jour bénéficié de l'aide de la case L'Espoir. Tu peux venir dans une commission, un produit surgelé. Mais au fait, quand nous venons, nous avons besoin d'aide. Il y a nous venons bénévoles, nous aidons les familles pour assez de produits, pour meilleur marché. Le centre ne se limite pas à l'aide matérielle. La case L'Espoir accueille également ceux qui souhaitent se former à l'agriculture pour gagner en autonomie. Actuellement, nous travaillons avec l'Organisation internationale de la francophonie, que nous installons un système aquaponie chez 10 dames. Nous pouvons aider pour qu'ils soient capables d'évoluer, ils sont capables de gagner des légumes pour eux-mêmes, pour la famille, et le surplus se vendre autour de eux avec le voisinage. La Maison de l'Espoir abrite aussi un centre d'éveil que l'équipe souhaite agrandir afin d'offrir un meilleur avenir à davantage d'enfants. Actuellement, nous n'avons accueillir que 15 enfants et nos buts et nos missions, c'est, on dirait, offrir ce service à plus d'enfants, au moins une trentaine. Ici, chaque sourire, chaque main tendue, chaque petit geste compte et comme le répètent souvent les volontaires de Solitude, l'espoir ne se donne pas, il se construit ensemble. Et voilà, ce sera tout pour ce journal. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Toute l'équipe à la réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Sur nos chaînes à venir, la météo et le journal des sports.
technologie Ultra Freeze. Pour une fraîcheur 10 fois plus longue. Les sensations de Max Fresh. Un max de confiance, un max d'intensité, un max d'énergie, un max de fraîcheur. Colgate Max Fresh pour une sensation de fraîcheur maximale. Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Achetez 2 Cadbury Dairy Milk de 80 grammes ou un Cadbury Drinking Chocolate de 450 grammes. Visitez cadbury.africa et écrivez un chaleureux message de remerciement à quelqu'un de spécial. Offre soumise à condition. Cadbury, there's a glass in half in everyone. Taste it, love it, or we replace it. That's our taste guarantee. Des développements nuageux ont été observés à l'ouest aujourd'hui. Sur la carte synoptique, les isobars espacés expliquent le vent léger à modéré sur notre région. Les prévisions pour Maurice, beau temps cette nuit, la température minimale variera entre 15 et 17 degrés Celsius sur les hauteurs et entre 19 et 21 degrés Celsius sur le littoral. Après quelques ondées sur les hauteurs tôt demain matin, le temps sera beau. Toutefois, des développements nuageux temporaires sont attendus dans l'après-midi à l'ouest, au nord-ouest et sur le plateau central, avec quelques averses localisées. La température maximale variera entre 23 et 26 degrés Celsius sur le plateau central et entre 28 et 31 degrés Celsius dans les régions côtières. Le vent soufflera du secteur est de 10 à 20 km/h, devenant variable durant la nuit. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres, devenant fortes demain après-midi. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de demain après-midi. À Rodrigue, il fera essentiellement beau. La température minimale variera entre 19 et 21 degrés Celsius et la température maximale variera entre 27 et 29 degrés Celsius demain. Le vent soufflera du secteur est à environ 25 km/h avec des rafales de l'ordre de 50 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Des houles du sud-ouest sont attendues à partir de demain matin. À Agalega, nuageux cette nuit et demain avec des averses modérées par moments. Durant la nuit, les averses pourraient être temporairement de forte intensité et accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 24 degrés Celsius et la température maximale sera d'environ 29 degrés Celsius demain. Le vent soufflera du secteur est à environ 30 km/h, se renforçant avec des rafales sous les averses. Mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Et puis, ce conseil pratique, en cas de forte averse orageuse, il est conseillé de rester à l'abri, d'éviter les plaines et les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres, d'éviter les endroits sujets à des accumulations d'eau. Le succès, ça peut être plein de choses. Ce moment au travail où tu te sens à ta place. Ton premier appart, ta première voiture, cette complicité qui transforme des moments en souvenirs, un week-end à rire entre amis, ou juste la liberté de choisir ta route. Mais une chose est sûre, ce parcours est plus agréable quand on est accompagné. Avec l'offre de la SBM pour les jeunes de 18 à 30 ans, tu gagnes aussi une équipe qui croit en tous tes projets, qui t'aide à avancer, à respirer, à profiter de chaque instant sans te soucier du reste.
Ton succès, c'est ton histoire. Et nous, nous sommes à tes côtés pour t'aider à réussir à chaque étape. Bonsoir à tous. Arts martiaux pour démarrer, plus précisément le Jiu-Jitsu. Après une médaille de bronze historique au championnat du monde en 2024, Adil Douki vise plus haut à ces mêmes mondiaux cette année. À Bangkok, début novembre, il espère offrir à Maurice son tout premier titre mondial dans cette discipline. En tout cas, il se prépare activement sous la houlette de Navin Proag pour atteindre son but. Voyez ce reportage de Vikash Bhagirathi. En Grèce, l'année dernière, Adil Douki avait sorti le grand jeu pour épingler une médaille de bronze au championnat du monde JJIF. Une première pour le pays en jiu-jitsu. Engagé sur 3 fronts, il espère faire mieux cette année à Bangkok. Nous pouvons aller pour prendre part de 3 différentes disciplines. Le jiu-jitsu brésilien Nogi, le full contact head impact free et celui qui, quand nous gagnons droit, tape cogné partout. C'est exactement du MMA, mais en kimono. Nous pouvons aller, nous pouvons essayer de faire un meilleur résultat que l'année passée. Nous avons gagné une bonne préparation, contrairement à l'année passée. Quand je suis blessé, je n'ai pas fait aucune préparation avant d'aller. Mais à ce moment-là, nous avons gagné une bonne préparation, qui côté physique et qui côté technique. Nous pouvons aller, nous pouvons donner nos meilleurs pour Maurice, sorti gagnant lui-même. Adil Douki sera en action les 6 et 7 novembre prochains à ces mondiaux qui se dérouleront du 2 au 8 novembre. Avec son coach, il a assuré une certaine continuité dans ses entraînements. Mais à l'approche du grand rendez-vous, les séances ont pris une toute autre dimension. Il faut dire que Adil, l'année dernière, dans Contact, il fait la médaille de bronze. Donc là, avec le travail qu'il fait, nous pouvons penser, et me penser dans ce reach pour prendre le sacre. C'est un travail de longue haleine, continuité, pendant tout le temps. Mais bien sûr, dès 3 mois de cela, nous intensifions l'entraînement et focus plus sur 3 formules de compétition dans lesquelles Adil prend part. Adil Douki est actuellement en tête du classement mondial Contact. Il espère s'y maintenir au terme de ses championnats du monde et peut-être même accentuer son avance sur ses plus proches concurrents. Il affirme avoir les atouts nécessaires pour atteindre ses objectifs. 8 jeunes pratiquants mauriciens de Wushu ont récemment brillé au 3e World Traditional Chinese Sports Festival en Chine. Ils étaient engagés dans En Qigong, Ba, Duanjin et au Taiji Sword. Chez les filles, Jade Laitong et Grace Laitong ont toutes deux remporté l'or. Kelsey Denis, Priscilla Gouria et Pusha Jagru ont-elles remporté l'argent et le bronze dans leur style respectif. Chez les garçons, on note la bonne performance d'Ousmane Karim Bakus et de Yavi Jalim. On s'intéresse à présent à ce défi hors du commun. 220 km autour de l'île de la Réunion. C'est le but de l'ultra-marathonienne Sandhya Tina Stubb du 31 octobre au 2 novembre prochain. Plus qu'un défi sportif, c'est surtout un hommage à une femme et à une cause qui lui tiennent à cœur. Robert Deschambault. Après 2 levées de fonds réussies cette année à travers la plateforme Small Step Matters, Tina Stubb s'élance cette fois pour rendre hommage à une femme qui l'inspire profondément. Ainsi, ce message, elle le portera sur chaque kilomètre de son Ultra Run à La Réunion, cela pour rappeler que le sport unit, dépasse et rassemble. Aujourd'hui, je réalise que de plus en plus, pour moi, mettre ses capacités au profit d'une entité, de quelqu'un, de quelque chose qui va porter le côté social à Maurice, c'est très important pour moi. C'est devenu quelque part un peu ma mission de vie. Et aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir faire ce tour de la Réunion
pour Hulette Nelson, pour lui rendre hommage de tout ce qu'elle a fait pour le handisport mauricien. Bref, un challenge sportif, mais surtout humain. Celui d'une femme qui court pour une cause, pour des visages et pour une inspiration nommée Hulette Nelson. Je suis vraiment très émue parce que je ne m'attendais pas à ça, franchement. Et ça m'encourage plus à continuer le travail que je fais. Avec ses 220 km de l'Ultra Run Réunion, ce défi est aussi une invitation à regarder autrement le handicap, non pas comme une limite, mais comme une force qui révèle le meilleur de chacun. Football en Angleterre avec la suite et fin des 8e de finale de la EFL Cup hier soir. Intéressons-nous d'abord aux tenants du titre et aux finalistes de la dernière édition. Newcastle poursuit la défense de son titre après sa victoire sur Tottenham. Par contre, Liverpool a pris la porte de sortie, battu une fois encore par Crystal Palace. Les buts en images avec les commentaires de Vikash Bagherati. Liverpool a subi mercredi soir sa 6e défaite de la saison, toutes compétitions confondues. Les Reds se sont inclinés en 8e de finale de la EFL Cup face à Crystal Palace. À Anfield, les Eagles se sont imposés par 3-0 face à une équipe grandement remaniée de Liverpool. Ismail Assar a réalisé un doublé en fin de première période, à la 41e et 45e minute plus précisément. L'équipe hôte sera réduite à 10 après le carton rouge d'Amara Dallo à la 79e. Jérémy Pinault inscrira le 3e but à la 88e. Après le Community Shield et le match de championnat, Crystal Palace met Liverpool KO pour la 3e fois de suite cette saison. Le tenant du titre, Newcastle, poursuit pour sa part son aventure après le succès 2-0 aux dépens de Tottenham. Des buts signés Fabian Schär à la 24e et Nick Woltemade à la 50e. Qualification également pour Arsenal, vainqueur de Brighton 2-0. Les quarts de finale présentent un plateau relevé avec la présence aussi de Manchester City et de Chelsea. Les Citizens ont éliminé Swansea. Chelsea s'est défait de Wolverhampton pour continuer l'aventure de cette compétition de coupe. Arsenal a battu Brighton 2-0 dans ses 8e de finale de la EFL Cup. Des réalisations signées Ethan Nwaneri à la 57e et Bukayo Saka à la 76e. Les hommes de Mikel Arteta allongent ainsi leur série d'invincibilité à 11 rencontres. Un match marqué par un nouveau record de précocité pour Max Dorman. Le milieu débuté pour la première fois avec Arsenal à 15 ans et 302 jours. Manchester City s'est qualifié en battant Swansea 3-1 avec des buts de Jérémy Doku, Omar Marmouche et Ryan Cherki. Chelsea, de son côté, a obtenu son billet après une petite frayeur en fin de match face à Wolverhampton, la lanterne rouge du championnat. Les Blues se sont imposés 4-3 en terminant la partie à 10 suite à l'expulsion de Liam Delap à 4 minutes du terme. Mais les buts d'André Santos, Tyreek George, d'Estevao et de Jamie Gittens ont fait la différence. En quart de finale, le 17 novembre prochain, Newcastle sera opposé à Fulham. Arsenal rencontrera Crystal Palace. Cardiff City accueillera Chelsea. Manchester City a été tiré contre Brentford. Et nous allons clôturer cette édition sportive avec du football, toujours en Angleterre. La MBC Télé vous propose en direct ce samedi à 19h le match entre Burnley et Arsenal, comptant pour la 10e journée de la Premier League. Et voilà, ce sera tout pour l'heure. Excellente soirée à vous tous.